Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone crypto-blockchain. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Girard, mining analyst chez Galaxy Digital et alumni Cryptosphère. Avant de commencer l'écoute de ce podcast, le son de Guillaume Girard ne fonctionnait pas lors de la première minute, donc on n'a pas pu l'entendre. Tout de même, j'espère que cet épisode vous plaira et bonne écoute. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. On va parler de choses très intéressantes. Et du coup, parler de cryptosphère, en parlant aussi de Thibaut, du coup, du mining, de la research et aussi de ce que tu fais aujourd'hui. À Cryptosphère Marseille quand il est parti. Et ensuite, j'étais aussi au board de Cryptosphère avec d'autres membres que tu as pu déjà interviewer, Manu, Fanis, Titouan, etc. C'était mes meilleures années d'école de commerce et j'en garde un très bon souvenir. Je suis rentré dans la crypto en 2017, donc ça fait quelques années maintenant. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout. Je voulais aussi savoir un peu sur tes débuts dans la crypto. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au milieu de la crypto? Euh, En fait, j'avais toujours un intérêt assez prononcé pour la finance. Et à l'époque, j'avais commencé, je pense comme pas mal de gens, tu vois, à faire du trading sur des actions, des choses comme ça. Et puis un jour, il y a un camarade de classe en prépa qui m'a parlé des cryptos et qui m'a dit, ah, il faut absolument que tu regardes ça et tout. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Et alors, du coup, j'y suis allé les deux pieds dedans, sans vraiment savoir ce qui se passait exactement. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et, euh, et bon, voilà, c'était pas le plus noble des départs, mais je le regrette pas du tout. Hmm. Et du coup, t'as pu rencontrer Thibaut à Cage quand t'es rentré après ta C'est ça. prépa? Je suis rentré à Cage en 2018, il me semble. À l'époque, j'avais contacté Thibaut sur Facebook parce que je cherchais des groupes crypto sur Marseille qui discutaient de tout ça, parce qu'à l'époque, je voulais rencontrer des gens de l'écosystème. Et du coup, j'avais contacté Thibaut et puis au travers d'un verre, etc., il m'a convaincu que je devais rejoindre Kedge parce qu'il y avait Cryptosphère là-bas. Et, j'imagine qu'il m'a assez bien convaincu puisque j'ai fini à Kedge Hmm. et j'ai rejoint Cryptosphère directement. Ok, ok. Bah, en tout cas, c'est très sympa. Et je me disais aussi, comment s'est passée ton aventure chez Cryptosphère après avoir rencontré Thibaut et aussi tu as pu devenir président chez Cage. Donc ça s'est passé comment? Pour moi, c'était un véritable tremplin en termes d'expérience à la fois professionnelle et personnelle. Parce que d'une part, ça m'a permis, tu vois, de pouvoir dédier euh, beaucoup de temps à la crypto et surtout aux aspects, on va dire, de la vie étudiante que tu n'aurais pas forcément si tu es pas dans une asso comme Cryptosphère. Euh, et aussi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, à être plus à l'aise à parler à l'oral, à faire des conférences, à aller rencontrer des clients, etc. C'est des choses qui sont super importantes dans dans le monde normal, on va dire. Et donc, avoir cette expérience-là au préalable dans une asso, c'était vraiment super important. Et, euh, et surtout, tu vois, j'ai commencé, euh, je pense, comme tout le monde, en tant que, tu vois, simple recrue de Cryptosphère, etc. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, le travail dans l'asso a pris le dessus sur tout le reste. C'est-à-dire que, bon, moi, j'étais vraiment à fond dans Cryptosphère, au point où j'ai un peu délaissé le reste des cours. Euh, mais donc, pour moi, c'était vraiment une expérience incroyable. Et j'ai pas, enfin, c'est pas un superlatif de le dire, quoi. Ça a vraiment changé ma vie et ça a changé la vie de tous ceux qui étaient là au début, en tout cas. Bah même, je pense que avec Cryptosphère, t'as pu trouver en partie, tu t'es dirigé vers le côté professionnel avec Cryptosphère, je pense, non? 100%, en fait, c'est une expérience professionnalisante
qui t'ouvre des portes ensuite parce que aujourd'hui, une entreprise crypto, quand on regarde des profils, simplement être intéressé dans la crypto, ça suffit plus. Ça suffisait il y a 3-4 ans, mais aujourd'hui, ça suffit plus. Ils recherchent vraiment des profils qui ont déjà une expérience au préalable. Donc, si tu es capable, tu vois, de démontrer que voilà, tu as fait des événements, tu as organisé des choses pour ton école, tu as déjà publié des rapports, des choses comme ça aide énormément de ce point de vue-là. Et donc, bah, par la suite, tu as pu devenir Head of Digital Assets chez Cryptosphere. Je crois que aujourd'hui, il y a plus ce pôle. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Ouais, je faisais un peu déjà ce que je fais aujourd'hui, finalement, c'est-à-dire de la research. Euh, C'était vraiment publier des rapports, faire de la recherche sur les différents cryptoactifs. Et donc, c'était vraiment ça. Bon, après, comme tu le sais, quand le rôle du board, c'est un rôle qui est un petit peu plus en retrait, puisque Hmm. c'est plus un rôle de supervision et de stratégie qu'un rôle vraiment actif. Mais donc, c'est vraiment un petit peu ce que je faisais de ce point de vue-là. Ok. Et bah, tu parlais bah, un peu plus précédemment des conférences, etc. Et quel souvenir tu gardes, entre guillemets, de ces moments-là? Mm. Parce qu'au début, bah, aujourd'hui aussi, c'est un peu une niche, les cryptos. Et à cette époque-là, ça devait l'être encore plus. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Ah, ben c'est sûr que c'était. Bon, ça allait encore, mais en 2018, c'était vraiment, vraiment un sujet de niche. Et même au niveau des écoles de commerce, pour convaincre les écoles, les profs, etc., que c'était quelque chose qui avait de l'avenir et qu'il fallait dédier des ressources, c'était vraiment très compliqué. Hmm. Même au-delà de ça, travailler avec des entreprises, etc., c'était aussi compliqué, puisqu'il n'y avait pas forcément cette reconnaissance qu'il y a aujourd'hui. Euh, et moi, bon, clairement, le souvenir le plus marquant, c'est quand on a organisé le premier meet-up de Binance en France. C'était à Marseille. On avait fait venir un petit peu des représentants de toutes les antennes. Bon, à l'époque, il y en avait beaucoup moins, mais, euh, mais c'était vraiment le souvenir le plus marquant parce que, bon, Et c'était à déjà à Paris? l'époque, Binance, c'était à Marseille. Ah, c'était à Marseille, ok. C'était à Vous Marseille avez et ramené Binance à Marseille on a ramené Binance à Marseille. Et oui. en Et c'était 2018. vraiment un pas de géant Magnifique. parce que, bon, déjà, Binance à l'époque, c'était déjà voilà, une des entreprises les plus, on peut dire, prestigieuses de l'écosystème. Les faire venir à Marseille, en plus de ça, c'était une autre étape. Et puis globalement, la conférence, c'était vraiment un succès. On a vu Asher comme intervenant, on avait eu Sesters, on avait eu plein de gens super intéressants. Globalement, c'était vraiment un gros succès. Et, euh, et avoir pu participer à l'organisation de tout ça, c'était vraiment un des highlights de mon passage chez Cryptosphère. Hmm. C'est très intéressant en tout cas de pouvoir voir ce que faisaient un peu les alumni. Et je trouve que dans les podcasts, ça se reflète vraiment de voir ce que faisait Cryptosphère avant, parce que bah, il y avait pas de podcast avant. Et bah, te voir dire ce que vous faisiez avant, et bah, c'est un peu similaire à ce qu'on fait aujourd'hui avec bah, le KBS, le Cryptosphère Blockchain Summit. Et en tout cas c'est très inspirant. Je voulais aussi parler avec toi un peu plus de ta vie professionnelle parce que tu as un parcours, je trouve, très intéressant. Tu t'es consacré vers... bah, tu es totalement dans le mining, c'est ça? Mhm. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a fait que tu es arrivé jusqu'au poste chez Galaxy Digital. Ok, bon alors comment je suis arrivé là? Euh, c'est d'abord parce que moi j'ai toujours été fasciné par, par Bitcoin plus que les autres cryptos. J'ai vraiment eu un déclic en 2019 pendant le bear market, quand j'ai commencé à vraiment un petit peu plus, tu vois, approfondir mes connaissances sur le sujet.
J'ai commencé à faire un peu de recherche sur le proof of work, etc. J'ai fait un premier internship dans une toute petite boîte à l'époque de minage qui s'appelait Sesters à Marseille, qui maintenant est devenu un succès international, mais à l'époque c'était tout petit. Euh, et en fait, j'ai vraiment commencé comme ça, c'est-à-dire ma passion pour Bitcoin m'a poussé à me spécialiser dans euh, une des niches de marché qui te permet de travailler concrètement sur Bitcoin, en fait, parce qu'il y a pas plus concret que le mining sur Bitcoin. Hmm. Euh, et en plus de ça, moi, je trouve ça fascinant, le mining, parce que tu as un côté beaucoup plus réel et tangible. C'est-à-dire, quand on parle de crypto, voilà, les gens ne comprennent pas trop ce que c'est, etc. Mais le mining, c'est de l'infrastructure électrique, c'est des machines, c'est de la supply chain, c'est de l'analyse. Enfin, il y a tellement de différentes choses qui s'entremêlent et qui rendent euh, cet aspect-là du Bitcoin super intéressant. Du coup, c'est pour ça que je me suis un petit peu spécialisé dedans. Et si tu veux, c'est de fil en aiguille. C'est une spécialisation qui s'est faite naturellement, puisque le premier internship, c'était dans le minage. Ensuite, l'internship à Cambridge, c'était pour le CBCI, donc l'Electricity Index de Cambridge, qui donne combien consomme Bitcoin, etc. Et ensuite, bah, un autre internship chez Galaxy, aussi dans l'équipe mining. Du coup, finalement, c'était la suite logique. C'est-à-dire, à partir de là, j'avais acquéri une certaine expérience. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Galaxy. Et pour répondre du coup à la deuxième partie de ta question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors du coup, je suis research analyst au sein de l'équipe mining chez Galaxy. Alors, Galaxy, c'est une banque d'investissement qui est spécialisée dans les cryptos. Donc on fait euh, du trading, proprietary trading, on fait de l'asset management, on fait du venture capital, on fait des solutions comme stacking as a service, etc. Et on a aussi une branche mining et une branche research. Moi, je suis dans la branche research de l'équipe mining. Euh, et donc, mon taf, il consiste, on va dire, à 50% à faire de l'equity research sur les mineurs qui sont cotés en bourse et sur globalement tous les aspects macro du minage. Donc, voilà, ce qui se passe au niveau du hash rate, ce qui se passe au niveau des machines, les tendances, l'évaluation, les choses comme ça. Et ensuite, les autres 50%, c'est un mélange, euh, c'est un mélange d'analystes un petit peu plus classique au niveau vraiment du coup de la partie self-mining de Galaxy, puisqu'on a notre propre site de minage au Texas. Et du coup, là, c'est vraiment des analyses financières sur, voilà, est-ce que si on agrandit notre site, comment on va s'y prendre, ça va coûter combien, voilà, de l'analyse financière très classique. Et c'est un petit peu, globalement, ce que je fais à Galaxy. Ok. Et de ton point de vue, c'est quoi les zones géographiques où il y a le plus de minage? Plus de fermes de minage, plutôt. Ouais, c'est clairement aux États-Unis, hein. Je pense qu'on s'approche petit à petit de 35, 40%. Ça dépend des saisons. Mais les États-Unis aujourd'hui, c'est un gros hub de minage, en particulier au Texas. Et puis ensuite, il y a toujours beaucoup de minage dans le nord de l'Europe et la Russie. Et puis progressivement, et dans le futur, les deux régions qui sont vraiment en train de se renforcer, c'est le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, parce que c'est ces deux régions qui ont des ressources énergétiques en abondance qui ne sont pas utilisées. Et du coup, c'est parfait pour les mineurs qui veulent s'installer là-bas. Et est-ce que c'est vous qui, entre guillemets, vous allez voir un peu pas les personnes qui ont les énergies abondantes ou c'est eux qui viennent vous voir? Eh ben, ça dépend vraiment de ce qui se passe. La plupart du temps, c'est des producteurs d'énergie renouvelable qui viennent directement nous voir, parce que pour eux, il y a un intérêt
à s'assurer un certain niveau de consommation de la part d'un mineur comme Galaxy, puisque ça leur permet de s'assurer des revenus en fait dans les années qui arrivent. Et donc souvent, c'est eux qui viennent nous voir, mais c'est pas rare que des mineurs qui veulent s'implanter dans une région spécifique aillent voir directement le producteur. C'est le cas par exemple au Canada, là où il y a beaucoup de barrages hydroélectriques. Si tu identifies un barrage qui est sous-utilisé, qui produit trop d'énergie, à ce compte-là, tu vas directement voir le producteur et tu négocies directement avec lui. Donc ça va dans les deux sens. Ok. Et depuis tout à l'heure, on parle de mining, mais pour les gens qui nous écoutent, peut-être certains ne savent pas ce que c'est le mining. Est-ce que tu peux expliquer comment marche le mining sur Bitcoin et à quoi ça sert? Je vais le faire simple. Euh, En gros, le minage de Bitcoin, donc c'est ce qu'on appelle le proof of work, et c'est comme ça qu'aujourd'hui est sécurisée la blockchain de Bitcoin, parce qu'en fait, derrière Bitcoin, il y a une armée d'ordinateurs spécialisés qu'on appelle des ASIC. Donc très grossièrement, c'est des cartes graphiques qui sont vraiment spécialisées pour faire que du minage. Donc c'est des machines qui sont très efficientes pour faire du minage. Euh, Et donc, c'est des centaines de milliers de machines qui sont dans des hangars. Et toutes ces machines font des calculs pour essayer de trouver un bloc sur Bitcoin et ajouter ce bloc à la blockchain. Et donc, c'est comme ça que euh, le minage sécurise la blockchain de Bitcoin. Et en échange, quand un mineur trouve un bloc, eh bien, il a des revenus. Donc actuellement, c'est 6,5 Bitcoin à peu près toutes les 10 minutes. Donc c'est quand même assez conséquent, plus les transaction fees, donc les frais de transaction qui sont payés par les utilisateurs. Donc ça varie vraiment entre 2% des rewards totaux. Et en ce moment, vu que c'est la folie sur les BRC20, etc., Hmm. on peut monter jusqu'à 20%, ce qui fait grandement augmenter les revenus pour les mineurs. Hmm. Et vous utilisez quels ASIC pour miner du Bitcoin? Alors, je ne sais pas si publiquement on a le droit de dire Ok. ce qu'on utilise, mais globalement, on utilise des machines qui sont parmi les plus récentes et les plus performantes sur le marché. Même si, bon, je ne sais pas si tu as vu, mais récemment, il y a vraiment des Oui, machines de nouvelle oui, génération oui. encore plus efficientes qui sont sorties. Donc, celles-là, elles ne sont pas encore arrivées sur le marché, mais elles seront là en 2024. Hmm. J'ai pu voir, oui, sont très, très performants. Et je me disais aussi, vu que le halving arrive dans quelques mois, tu penses comment va-t-il impacter les mineurs? Hmm. Bah, ça, c'est une question que tout le monde nous pose. Et la réponse, elle est assez difficile parce que, évidemment, ça dépend du prix du Bitcoin. Donc, en fait, quand on commence à parler de l'impact du halving sur le minage, bah, il faut toujours prendre en compte une estimation du prix du Bitcoin. Donc, je te ferai, on va dire, deux cas de figure. Cas de figure numéro un, voilà, je sais pas, il y a un ETF qui est approuvé, c'est le retour du bull market. Bitcoin est à 60 000. À ce compte-là, il devrait pas se passer grand-chose puisque la majorité des mineurs seront toujours en capacité d'opérer leur machine profitablement. Donc, on ne devrait pas avoir une grosse chute au niveau du hash rate comme on a vu au halving précédent. Par contre, option numéro 2, si Bitcoin reste au prix auquel il est aujourd'hui, donc on va dire autour de 35 000 dollars, euh, il y a, allez, on va dire un tiers des mineurs globalement qui aujourd'hui ont un coût de revient par Bitcoin assez proche de 20 000 dollars. Ce qui veut dire qu'après le halving, ce coût de revient passe à 40 000, puisque les revenus à cause du halving sont divisés par deux. Donc le coût de produire un Bitcoin en minage double. Et du coup, ça voudrait dire que ces mineurs-là devraient miner à perte, ce qui veut dire qu'ils vont arrêter leur machine. Hmm. Euh, Historiquement, sur le halving,
en moyenne, tu as à peu près 20 à 30% du hash rate qui se déconnecte au moment du halving, sachant qu'ensuite, quasiment à chaque fois, euh, le hash rate qui a été perdu au moment du halving revient de la part d'autres mineurs sous 6 mois. Donc ça fait tu sais, la fameuse V-shaped recovery. Ok. Donc en général, ça reste pas super bas pendant trop longtemps. Mais donc je pense que ça sera un scénario comme ça, si le prix de Bitcoin bouge pas, où on va voir une certaine partie du réseau d'être déconnectée, et puis les autres continueront à brancher du hash rate parce que tant que c'est profitable, ils vont continuer à brancher des machines. Mm, ok. Et du coup, bah, c'est un peu similaire la question. C'est quoi la limite de rentabilité maximum pour les mineurs? Par exemple, je sais que bah, à partir des 20 000, les mineurs, bah, généralement, ils débranchent leurs ASIC. Pour le prochain halving, ce sera autour des 40 000 du coup. Ouais, mais ça dépend vraiment en fait des coûts d'électricité des Ok. mineurs. Donc, on va dire ces mineurs-là, oui, qui sont aujourd'hui à 20 000. Après halving, ça sera compliqué pour eux. Par contre, tu as aussi, eh ben, on va dire, un autre tiers du réseau qui, lui, mine confortablement en dessous de 10 000, nous compris. Et donc, du coup, pour ces mineurs-là, ça sera plus confortable. Ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre, on va dire. Ok. Et bah, du coup, je me disais un peu plus sur ton travail que tu fais chez Galaxy. C'est quoi ta journée type de travail? Qu'est-ce que tu fais Hmm. généralement? Bon, en banque d'investissement, il n'y a pas vraiment de journée type parce que ça va vraiment varier sur, Ok. sur le travail du moment. Mais on va dire qu'une journée type, alors du coup, vu qu'on travaille beaucoup avec les équipes à New York, on est un tout petit peu décalé par rapport au reste du monde. Du coup, on va dire que moi, je commence ma journée à peu près à 10 heures du matin et puis tu finis autour de 22 heures, on va dire. On va dire que ça serait la journée normale. Quand t'as pas beaucoup de travail, tu finis peut-être à 8 heures. Et quand tu as beaucoup de travail, tu finis peut-être à 2 heures du matin. Ok. Pour l'instant, j'ai eu la chance de pas faire de nuit blanche encore au bureau. Je sais qu'en manque d'investissement, il y en a beaucoup. Nous, c'est un petit peu plus chill que ça. Donc, on n'a pas à se plaindre. Mais globalement, c'est ça la journée type. Et puis voilà, tu prends quelques pauses dans la journée, tu prends ta pause repas. Et puis globalement, ça se passe très bien. Hmm. Thibaut, il m'a dit que tu étais à Londres. Et comment s'est passé un Mhm. peu ton. Tu t'es expatrié du coup, c'est ça? En fait, moi, Tu vis à Londres maintenant? ouais, ouais, je vis à Londres maintenant et j'étais à Marseille en distanciel quand on m'a proposé de rejoindre Galaxy et ils m'ont dit, bah écoute, on a un bureau à Londres qui vient d'ouvrir, bah, si tu as envie d'y aller, ça serait bien que tu sois là-bas. Du coup, j'ai dit oui. C'était pas forcément mon projet de m'expatrier de base, mais quand on te fait une proposition comme ça, c'est dur de dire non. Hmm. Du coup, ouais, je suis parti à Londres. Hmm. Et le changement d'environnement, c'était pas. C'est, je connais pas, je connais pas trop l'Angleterre, donc c'est un peu. C'est passé comment un peu ton adaptation en Angleterre? Bah, relativement bonne, hein. J'étais très bien accueilli. Il y a une très très bonne ambiance au bureau. Et puis bon, globalement, Londres, c'est quand même une ville superbe pour vivre. Bon, il fait froid, il pleut beaucoup, hein. Quand tu viens de Marseille, c'est un gros changement quand même. Hmm. Euh, mais, mais à part ça, oui, ça s'est fait tranquillement. Voilà, c'est une ville normale, quoi, hein. Tout est très bien. Hmm. Ok. Et bah, j'avais encore trois petites questions, un peu Allez. plus personnelles pour toi. Est-ce que tu as une anecdote à raconter bah, durant ton expérience? J'aime bien poser cette question. Est-ce que tu as une anecdote sympa à raconter, bah, par exemple chez Cryptosphère ou Ouais, chez Galaxy, qui t'a ouais, ouais, marqué? ouais. J'en ai une.
à propos des convictions personnelles. C'est très drôle parce que c'est un bon reminder qu'on peut toujours changer d'avis. Mais je me rappelle, quand on était à Cryptosphère à Marseille, un de nos premiers rendez-vous entre guillemets, de consulting qu'on avait fait, c'était chez une filiale de Airbus, quelque chose comme ça. Et on devait parler des intérêts de la blockchain et de la blockchain d'entreprise, les blockchains privées. Et je me rappelle, à l'époque, avoir défendu bec et ongle l'intérêt des blockchains privées devant le... C'était un espèce de board de personnes de chez Airbus qui comprenaient absolument rien à ce qu'on leur racontait et qui nous disaient, non mais attendez, pourquoi on pourrait pas utiliser juste une database? C'est quoi l'intérêt d'une blockchain privée? Et moi je leur disais, non, mais vous comprenez pas, c'est absolument révolutionnaire. Ça peut réduire les coûts, ça va changer la supply chain, ça va tout changer, ça va changer le monde entier. Et c'est une anecdote super sympa parce que bon, en apprenant un petit peu plus et avec un peu de recul, bon voilà, les blockchains privées, c'est une catastrophe, c'est inutile. Et d'ailleurs, la plupart des blockchains en général sont inutiles, c'est réservé qu'à des use cases très spéciaux. Mais du coup, ouais, c'est une anecdote marrante parce que tu changes un peu toujours d'avis au cours de ton parcours. Et quand je repense à ça, je me dis que bon, les pauvres types, en fait, on les a bassinés pendant 2 heures et au final, c'est eux qui avaient raison, quoi. Et je me disais aussi, qu'est-ce que tu dirais au Guillaume d'il y a 5 ans lorsqu'il a intégré la prépa? Avant les cryptos, avant de rejoindre Cage, avant de rejoindre Cryptosphère. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de pas douter. De pas douter parce que euh, au fil de ma carrière, je me suis rendu compte que toutes les meilleures opportunités que j'ai eues, c'est quand j'ai pris des décisions qui me faisaient peur ou qui me mettaient relativement dans une position inconfortable. Et quand je pense à toutes les décisions qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui, ouais, la plupart de ces décisions, c'était des décisions qui étaient... enfin, il fallait avoir le courage de les prendre. Et du coup, ouais, je lui dirais de pas douter et, euh, et d'y aller tout droit, quoi. Hmm. C'est plus pour les auditeurs, pour les personnes qui nous écoutent. C'est généralement des jeunes adultes et des étudiants. Et quels conseils tu leur donnerais à ceux qui nous écoutent? Je sais pas si j'ai l'âge encore de donner des conseils Bah, tu à peux des gens donner qui ont quelques... à peine quelques années de moins que moi, mais quel genre de conseils? Bah, je sais pas, peut-être sur l'expérience dans la Ah, crypto. j'en ai un. Ok. Ok, parfait. Euh, passer, passer vraiment du temps euh, à comprendre et à vous entraîner avec, à manipuler vos cryptos et vos bitcoins. C'est quelque chose de super important que beaucoup de gens savent, mais qui font pas forcément. C'est-à-dire, prenez vraiment le contrôle de vos clés privées, achetez un hardware wallet et vraiment entraînez-vous à restaurer vos clés, à faire des transactions, à essayer de comprendre un petit peu tout ce système parce que bon, toute cette expérience du Bitcoin, de la crypto, ça repose quand même sur le fait que les gens prennent le contrôle et prennent la responsabilité de détenir leur propre monnaie. Et donc, ça passe aussi par le self-custody. Et, euh, et souvent, les gens ont un petit peu peur, alors que c'est super simple. Il suffit juste de s'investir 1 ou 2 heures et vraiment de le faire sérieusement. Et je pense que c'est super important, en particulier à l'approche d'un nouveau bull market. Ça serait dommage de stresser, entre guillemets, et de se dire, oh là là, j'ai tout cet argent sur un exchange ou j'ai tout cet argent sur mon ledger, mais je suis pas vraiment sûr de comprendre exactement comment ça marche. Hmm. Et avoir ce doute-là quand on parle de sommes importantes, ça devient rapidement difficile. Du coup, ouais, ça serait mon conseil aux gens. N'hésitez pas à vraiment bien vous renseigner là-dessus. Et en tout cas, Ouais. merci beaucoup Guillaume, c'était très intéressant de t'écouter aujourd'hui en parlant de minage, etc. Et où est-ce qu'on peut te suivre et comment?
Bah déjà, merci à toi pour l'invitation. Je trouve que c'est une super initiative. Moi, à mon époque, on avait pensé à faire des podcasts, mais on l'a jamais fait. Du coup, je trouve ça super intéressant que tu fasses ça. Et je suis impatient de voir les prochains invités sur le podcast. Et puis globalement, si les gens ils veulent me suivre, moi j'utilise quasiment exclusivement que Twitter. Donc c'est Guerilla V2 sur Twitter, c'est facile à trouver. Et c'est là en général où je poste beaucoup de contenu que je produis chez Galaxy ou même des petites analyses sur, voilà, sur l'état du mempool, sur ce qui se passe dans le minage, etc. Donc si les gens veulent suivre ça, c'est sur Twitter que ça se passe. Hmm. N'hésitez pas. En tout cas, Voilà, merci voilà. beaucoup Guillaume. Je te souhaite une bonne soirée et à bientôt à tous. Super, merci à toi. Bye bye.